Savoir la caille, un podcast dédié à la vulgarisation des études haïtiennes où les savoirs, la culture et la mémoire d'Haïti dialoguent avec ceux d'autres contrées. Bonjour à tous. Haïti, le pays où la négritude se mit debout pour la première fois. Cette phrase, elle n'est pas de moi. Elle est de Aimé Césaire, ce grand intellectuel martiniquais qui est considéré comme l'un des fondateurs de ce mouvement d'émancipation et de valorisation de l'identité noire, à savoir la négritude. Cette citation signée Césaire révèle tout l'apport symbolique, tout l'apport idéologique, tout l'apport pratico-pratique d'Haïti dans le combat de la libération, des peuples noirs. Ce pays à qui revient le mérite d'avoir réussi la première révolution des peuples noirs contre l'esclavage et la colonisation, laquelle révolution est marquée par 12 années de guerre, dont l'ultime bataille a eu lieu le 10 novembre 1803 à Vertières. Vertières. Probablement c'est un mot qui ne dit rien à certaines personnes, et pourtant c'est le symbole de la plus grande guerre contre l'esclavage et la colonisation des Noirs dans le monde. Vertières, c'est le symbole de l'héroïsme inégalable des Noirs en général face à l'esclavage et la colonisation. Aujourd'hui, on va en parler. Pour parler de la bataille de Vertières, je vous invite aujourd'hui à découvrir un grand ouvrage de Jean-Pierre Le Glonec. Jean-Pierre Le Glonec, il détient un doctorat en études américaines et il est professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke au Québec. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont celui auquel je fais un petit clin d'œil aujourd'hui, à savoir l'ouvrage intitulé « L'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti ». Et cet ouvrage, il est paru en 2014 au Québec. En fait, cet épisode de Savoir la caille n'est pas consacré à une présentation critique ou une présentation exhaustive de ce travail de recherche. Il est surtout question pour moi de m'abreuver à cette étude comme principale référence académique pour vous entretenir autour de ce mot. Mais que dis-je? C'est plus qu'un mot. C'est un lieu historique où a eu lieu la plus grande épopée des peuples noirs en date de 10 novembre 1803. C'est le lieu de la bataille qui sera l'un des pires cauchemars de Napoléon Bonaparte bien avant la campagne de Rouissy ou même bien avant même la défaite de Waterloo. Ce qui s'est passé ce 10 novembre 1803 a mis fin à 3 siècles d'esclavage et de colonisation brutalement imposés notamment par la France en Haïti. Et pour parler comme Fernand Alcindor, on dirait la bataille de Vertières, c'est le tombeau de la morgue coloniale. Dans cette écriture de la bataille de Vertières, Jean-Pierre Le Glonec tente de prendre en compte plusieurs enjeux. Par exemple, l'un des grands enjeux auxquels Jean-Pierre Le Glonec s'est confronté, il est d'ordre méthodologique. Cet enjeu méthodologique prend forme dans une espèce de recentrement des sources. Parce que oui, c'est vrai, il y a une abondance de correspondances, une abondance de rapports militaires en lien avec la bataille de Vertières, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ce sont des correspondances, ce sont des rapports qui donnent uniquement le point de vue de l'élite française. Donc il y a on peut dire une asymétrie informationnelle. Donc si on se contente de prendre que ces données, on va être dans une espèce de biais de sélection, parce que les données ici sont unilatérales. Et en Haïti, le problème se pose sous une autre forme. Pour le décrire, l'auteur parle de sédimentation ou de fossilisation narrative, dans le sens que les historiens haïtiens, ils ont toujours tendance à s'appuyer sur une seule et même source pour parler de la bataille de Vertières. Thomas Badiou. Et face à ces enjeux, Jean-Pierre Le Glonec épouse un modèle en historiographie qu'on appelle Nouvelle Histoire Bataille, un modèle qui a été développé à partir des années 90. Cela dit, ce n'est pas un ouvrage qui se range dans la catégorie d'histoire militaire où l'auteur se contente de raconter des événements comme on le fait dans l'approche histoire-bataille traditionnelle. Autrement dit, Jean-Pierre Le Glonec ne s'intéresse pas au déroulement des faits en tant que tel, mais plutôt il met l'accent sur l'écho, sur le retentissement, sur les traces de cette bataille durant les 2 siècles qui l'ont succédé. Et pour des besoins d'analyse, mais surtout des besoins de compréhension,
il est toujours fondamental de contextualiser. Sans mise en contexte, on risque de tomber dans l'anachronisme, on risque de tomber dans la déformation. Cela dit, Jean-Pierre Le Glonec a contextualisé cette bataille. Alors, un peu de contexte. La révolution d'Haïti, débutée en 1791, a mis en scène trois groupes, trois catégories sociales. Il y a les Blancs, les gens de couleur libre et les esclaves. Là, je reprends les termes exacts de l'auteur. Ces catégories sociales avaient des intérêts divergents. Les Blancs, qui étaient des propriétaires d'esclaves, qui étaient des grands marchands, ils réclamaient leur autonomie dans la colonie par rapport aux Blancs, qui eux étaient dans la métropole, en France. Les gens de couleur libre, eux, ils réclament une égalité en droit et en conditions par rapport aux Blancs. Les esclaves, quant à eux, le groupe majoritaire dans la colonie, dépourvu de tout droit, on se rappelle du Code noir, le Code noir qui faisait de l'esclave un bien meuble. Les esclaves, eux, ils voulaient en tout cas la fin de l'esclavage et de la colonisation. Ça va de soi. Ils réclamaient leur droit à l'humanité. En tout cas, pour faire court, dans la nuit du 22 au 23 août 1791, les esclaves vont véritablement entrer en scène. La colonie connaîtra un soulèvement général des esclaves et ce soulèvement va marquer par la même occasion le début de la révolution haïtienne dont la bataille du 10 novembre 1803 constitue l'aboutissement. Le travail de Jean-Pierre Le Glonec tente de reconstituer cette bataille. Évidemment, je ne compte pas en faire un compte-rendu ici, mais comment ne pas signaler l'héroïsme de cet homme, Capois la mort, comme le fait Jean-Pierre Le Glonec d'ailleurs dans son ouvrage. En fait, les assauts à Vertières étaient menés par ce général de brigade, Capois la mort, l'inébranlable Capois la mort, l'intrépide héros de la guerre de l'indépendance haïtienne, de son vrai nom, Capois François. On l'appelle Capois la mort en fait pour illustrer sa bravoure, pour illustrer son courage. Cet homme, il est resté debout dans la bataille, malgré la défaite de ses troupes à plusieurs reprises, malgré même, comme le raconte l'histoire, malgré même que son cheval se fait tuer par une boulet de canon. D'ailleurs, Thomas Madiou rapporte qu'à la demande de Rochambeau c'est celui qui commandait les troupes françaises, les assauts ont été interrompus pour féliciter Capois la mort pour son ardeur guerrière. L'étude de Jean-Pierre Le Glonec touche du doigt un fait d'importance. C'est l'inexistence des traces de cette bataille dans la mémoire française. C'est le silence total dans les dictionnaires. Par exemple, le célèbre Robert des noms propres ne fait aucune mention de Vertières. Vertières, c'est la première grande défaite des troupes de Napoléon Bonaparte, mais elle ne figure non plus dans les manuels scolaires de la France. Ce silence sur Vertières fait aussi écho dans les publications de spécialistes en France. Dans le dictionnaire Napoléon, parce que oui, il existe un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire Napoléon, il n'y a aucune trace de Vertières. Tout cela, c'est-à-dire cet effacement de Vertières, et parfois même cette tentative de falsification de l'histoire d'Haïti, cette tentative de falsification de la révolution haïtienne, de la guerre de l'indépendance d'Haïti, s'il faut en croire Jean-Pierre Le Glonec, n'est nullement le fruit du hasard. Dans son étude, il soutient l'idée selon laquelle cela relève plutôt d'une règle qui a été appliquée depuis le début de l'année 1804 dans les journaux, dans les livres d'histoire et dans les dictionnaires. Mais la question, c'est pourquoi cette occultation? Pourquoi cet effacement des traces de cette bataille? Pour expliquer cette occultation, cet effacement de la bataille de Vertières, où l'esclave a humilié le maître, cette bataille dans laquelle la première République noire au monde a infligé la première défaite militaire à l'empire naissant de Bonaparte, Jean-Pierre Le Glonec pose deux hypothèses. Première hypothèse, je cite, « Cette occultation permettrait d'éviter la résurgence d'un traumatisme sous-estimé, à savoir un traumatisme d'une rencontre d'une rare brutalité entre l'armée française et la mort. » Fin de citation. Parce que oui, cette grande guerre d'indépendance a été d'une brutalité féroce. Et dans cette brutalité, on peut observer un renversement de la relation fondatrice de la société esclavagiste de Saint-Domingue. Saint-Domingue, je le rappelle encore une fois, c'est le nom colonial d'Haïti. Et comme on le sait, c'est une relation dans laquelle le maître, c'est-à-dire le colon, il est le bourreau sanguinaire des nègres esclaves. Mais désormais, l'esclave se relève,
le maître blanc n'a aucun contrôle sur le corps de l'esclave. Et ceci, là, on parle de... C'est sans distinction de sexe. D'ailleurs, certains historiens rapportent que les femmes noires qui se révoltaient à l'époque étaient encore plus cruelles que les hommes, et elles poussaient même les hommes à tuer. Suivant plusieurs témoignages, les esclaves n'ont jamais été aussi féroces, aussi déterminés à détruire le dernier des colons. Et là, il ne s'agit nullement d'une figure de style quand on dit le dernier des colons. C'était vraiment une question de survie. Et cette survie, elle passait par la destruction de l'autre. Ça vaut pour les deux camps d'ailleurs. D'un côté, l'esclave noir, il veut se libérer du joug d'un esclavage féroce qui a duré trop longtemps, qui s'est intensifié notamment depuis l'arrivée des Français dans la colonie en 1625. Et de l'autre côté, il y a le colon, celui qui veut garder l'ordre mondial. Oui, je dis l'ordre mondial parce que l'esclavage et la colonisation étaient le fondement de l'ordre mondial de l'époque. Deuxième hypothèse. L'effacement du vendredi 18 novembre 1803 en France viserait d'abord à masquer ou à minimiser les fantasmes génocidaires qui s'expriment directement ou de manière voilée en amont de la bataille de Vertières. Fin de citation. Face à cette révolte violente des esclaves à partir de 1791, qui a fait que le maître colon ne pouvait plus contrôler le corps de l'esclave, l'une des solutions les plus envisagées par le camp français, le camp de Napoléon, a été le génocide, c'est-à-dire l'extermination des Noirs. L'extermination de tous les esclaves, peu importe le sexe, peu importe l'âge, apparaît comme étant la seule solution. Napoléon voulait faire table rase, tabula rasa, comme on dit en Haïti. Il voulait tout détruire et faire introduire de nouveaux esclaves africains, bien entendu, dans la colonie. Et tout cela est évidemment solidement documenté dans cette étude de Jean-Pierre Le Clonec. Je cite. « Il est finalement resté à Vertières bien plus qu'un seul nègre. Ce simple constat a amorcé en France un long processus de création de l'oubli. À l'inverse, ce même constat est interprété en Haïti comme le symbole de l'improbable survie d'un peuple voué par ses colonisateurs à l'esclavage ou à l'annihilation. Bien plus qu'un nègre, il est resté en Haïti des hommes et des femmes par milliers qui se sont proclamés citoyens et ont revendiqué ensemble le droit à la dignité. » Fin de citation. Vertières, l'aboutissement de 12 années de guerre sanglante qui sera soldée par la défaite de l'armée de Napoléon. Le 10 novembre 1803, à Vertières, l'armée française a capitulé et Jean-Jacques Dessalines, le général en chef de l'armée indigène, a accordé 10 jours francs à l'armée française, ou ce qui en restait en tout cas, pour quitter le sol d'Haïti. Il est même rapporté que Rochambeau a offert un cheval à Jean-Jacques Dessalines, un autre à Capois-la-Mort, en reconnaissance de leur courage. Depuis cette défaite de l'armée française, les Haïtiens sont évidemment perçus comme une souillure aux yeux de la France. Cette épopée traduit le renversement impensable de la relation esclavagiste de l'Ancien Régime. Du coup, c'est normal que cette victoire contre la France soit gardée sous silence. Je ne saurais ne pas mentionner dans cet épisode les apports de Dany Laferrière contre cette invisibilisation de cette révolution, notamment en Occident en général et en France en particulier. En février 2019, Dany Laferrière a réussi à faire introduire le mot Vertières dans la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française. Et il disait « Vertières, c'est ce petit lieu qui a vu la seule et vraie révolution nègre. » Et récemment, soit en septembre dernier, septembre 2025, la STM, la Société de Transport de Montréal, a décidé de faire de Vertières le nom d'une des stations de métro. C'est un grand geste politique et très élégant qui profitera, je pense, à la visibilité de la révolution haïtienne. En tout cas, je vous réfère cet ouvrage de Jean-Pierre Le Clonec pour comprendre le parcours tout à fait unique de ce pays. Lisez ce travail de recherche et vous comprendrez mieux le poids de la révolution haïtienne, aboutissement de 12 années de guerre, dans l'effondrement des assises de ce monde de terreur où le corps noir n'était perçu par le système mondial que comme une marchandise, que comme un bien meuble.
Vertière, 3 syllabes porteuses de droits de l'humanité tout entière. Je vous remercie. Je m'appelle Renzi Michel.